Je m'appelle Rima. Je suis née en Syrie dans un camp de réfugiés. Mes arrière-grands-parents sont réfugiés palestiniens. Ils ont quitté donc la Palestine en 1948, au moment de la Nakba, donc ce qu'on appelle la catastrophe dans l'histoire palestinienne, qui correspond donc à cet exode massif. Et ils se sont installés, donc ils se sont réfugiés en Syrie, dans le camp de Nerab. Et donc les générations qui ont suivi sont aussi nées en Syrie et dont je fais partie. Donc je suis effectivement née dans un camp de réfugiés palestiniens et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Ce qui est incroyable dans ce camp, c'est que, et moi ça participe aussi à toute ma construction identitaire qui est très compliquée, je me suis rendu compte que le camp avait été installé sur une ancienne base militaire française. Ce qui est fou, c'est de dire que quelques générations plus tard, ma mère en fait arrivera en France enfin, s'exilera en France et je trouve que la connexion historique entre ces différentes étapes d'exil, il y a une boucle qui est un peu bouclée. On a beaucoup moins de perspectives d'avenir quand on a passé 15, 20 ans, 30 ans dans un camp que quand on vient tout juste d'arriver dans un camp de réfugiés où on en est encore à l'idée que c'est une structure d'accueil temporaire et qu'on se projette ailleurs. Et en l'occurrence, c'est important pour moi d'évoquer ça parce que je me suis rendu compte que ma famille était une famille parmi tant d'autres qui a été aussi impactée par la violence de l'exil et la violence du manque de perspective d'un avenir meilleur ou d'un avenir en dehors de l'exil. Ce qui est le cas notamment pour les réfugiés palestiniens du fait de leur statut et du fait qu'ils transmettent le statut de réfugié de génération en génération. Et cette situation engendre du coup beaucoup de problématiques dans les camps. Si on regarde les principaux problèmes, notamment dans les camps palestiniens, on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes d'addiction, enfin des faits de violence dans les camps de réfugiés, de meurtres, d'agressions, etc. Et on se rend compte qu'en fait tout ça, c'est les conditions aussi de l'encampement qui transforment les humains. Et c'est un peu hardcore ce que je veux dire, mais je vais utiliser ça parce que ça correspond vraiment à l'image que j'ai parfois des camps. J'ai l'impression que ça nous déshumanise à un niveau où on devient presque des animaux, quoi. Et du coup, j'en reviens à mon histoire familiale parce que ma famille, ça a été, celle de mes parents, c'est comme ça que je la vois aujourd'hui. C'est que ça a été un couple parmi tant d'autres, une famille parmi tant d'autres, où ça a été très compliqué d'être une famille, de vivre sereinement ou de vivre avec amour, et parce que c'est des lieux dans lesquels on a du mal à apprendre à s'aimer soi-même déjà, parce qu'on est dans des conditions de vie où il est très compliqué de se considérer, de gagner en dignité. Et du coup, le rapport à l'autre, il est très compliqué aussi. Et il y a énormément de dislocations de famille. On déverse en fait le malheur, quoi. Ce qu'on n'arrive pas à déverser en public, on le déverse généralement dans l'intimité. Et du coup, c'est très compliqué, je pense, de concevoir du coup, les constructions familiales dans ces structures, en tout cas d'une façon apaisée. Donc ma mère est d'abord partie toute seule. Elle ne pouvait plus vivre avec mon père, quoi. Et donc du coup, elle est venue nous chercher, quand elle est partie, j'avais 3 ans, et elle est revenue nous chercher 7 ans après. Donc le regroupement familial lui a été refusé à 3 ou 4 reprises en France parce qu'on estimait qu'elle ne gagnait pas assez d'argent pour faire venir 6 enfants, parce qu'on était 6. Moi, j'ai le souvenir juste d'avoir fait un petit au revoir à quelques personnes dans le camp en plein hiver et d'être montée dans un avion et d'être arrivée dans un nouveau monde. Il y a vraiment eu un avant-après, j'ai le sentiment d'avoir eu 2 vies qui sont liées que par quelques heures d'avion. Quand on est arrivé, ma mère était installée à New York. Et j'ai eu une expérience du racisme dès mon arrivée, par contre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis des années à comprendre et à digérer et à accepter. J'ai le souvenir d'avoir été traitée de bougnoule assez régulièrement par
par des gens de ma classe. Et encore une fois, j'ai l'image un peu des sauvages qui arrivent, quoi. C'est-à-dire que vraiment, enfin, on sort d'un camp de réfugiés, on avait fait quoi, enfin, on n'avait rien, quoi. Et du coup, j'ai l'impression qu'on nous a aussi un peu regardés et traités comme ça, quoi. Et j'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire bougnoul. En fait, j'avais pas compris que c'était une insulte vu que je parlais pas le français quand on est arrivé. Et j'ai compris bien plus tard que en fait, je me faisais insulter et que j'étais discriminée à l'école. Donc ça a été... C'est une blessure, oui, c'est une expérience de l'exil en fait. Et l'intégration, même si j'aime pas trop ce terme, moi j'ai souvent dit, et je le pense, et du coup je pense qu'il faut se le rappeler que l'intégration c'est pas quelque chose, encore une fois, qui se dicte. C'est important pour moi de témoigner de ça parce que j'ai le sentiment, entre guillemets, d'avoir assimilé ou d'avoir trouvé mes repères en France sans avoir le sentiment ou l'injonction en tête de devoir les trouver. Et c'est ça que je trouve beau en fait, c'est que j'ai appris la langue française sans me lever tous les jours en me disant « faut que j'apprenne la langue française pour m'intégrer ». Ce que je trouve un peu dur en fait en France, mais comme dans plein d'autres pays d'accueil, je pense, c'est qu'on nous considère souvent comme des moins. Donc on va nous voir comme des personnes qui maîtrisent pas assez bien le français, qui ne sont pas assez ceci ou cela, et on a du mal à nous voir comme des plus. Quand on voit un réfugié syrien, on va d'abord voir qu'il ne maîtrise pas le français, alors qu'on pourrait aussi voir qu'il maîtrise très bien l'anglais, très bien l'arabe, et que du coup il a un moins, mais il a plein d'autres plus. Ou je sais pas, qu'il sait pas cuisiner le bœuf bourguignon, mais il sait faire des falafels et du houmous, top quoi. Et ça en fait, c'est vraiment des codes culturels pour le coup. Je trouve que l'identité, ça fait aussi partie de la culture, et on a du mal à avoir tout le plus des personnes qui sont en exil. Étant doublement exilée, c'est très compliqué pour moi, même aujourd'hui, de trouver des repères. C'est-à-dire que soit je me définis comme pas assez française, pas assez palestinienne, pas assez syrienne. Et du coup, là, on est vraiment dans les moments où je me dis, mais en fait, c'est très compliqué, c'est un puzzle où il manque plein de pièces. Soit je me définis comme étant suffisamment française, suffisamment syrienne, suffisamment palestinienne. Et là, ça devient une richesse et c'est le combo gagnant. Et je me dis, en fait, je suis tout ça à la fois. On a lancé les activités de l'Observatoire des camps de réfugiés en septembre 2019. On est globalement la première association, première ONG qui travaille de manière indépendante à informer sur ce qui se passe dans les camps. Vous pouvez trouver aujourd'hui des informations sur les camps, mais elles sont les informations émanent globalement des gestionnaires, des administrateurs de ces camps. Et du coup, les informations sont forcément à trier 1000 fois avant d'être publiées. En consultant une étude sur un camp, vous pouvez savoir le contexte historique géopolitique dans lequel le camp a été installé. Vous pouvez avoir des informations sur les gestionnaires qui sont mobilisés, sur les services qui sont assurés, mais aussi et surtout sur toutes les défaillances en termes de gestion d'administration du camp, et éventuellement, si la question se pose, des violations des droits de l'homme qu'on a pu observer ou étudier sur le camp en question. La création de l'Observatoire des camps de réfugiés, ça a été vraiment la pièce, disons, du puzzle manquante sur les questions que je pouvais explorer sur sur l'asile ou la question des réfugiés en France. Je suis partie vraiment aussi d'une expérience perso, c'est-à-dire que moi, plus jeune, quand on me demandait d'où je venais, je savais pas. Déjà, j'ai mis du temps à dire que je venais d'un camp de réfugiés. Je suis passée par des étapes je suis syrienne, après palestinienne. Quand j'ai compris qu'en plus on était en lutte en Palestine, du coup j'avais tout un côté militant par rapport aux droits des Palestiniens, que j'ai toujours. Et j'ai mis du temps à comprendre que j'étais réfugiée palestinienne de Syrie, qui est vraiment une identité à part entière. Très très peu de personnes savaient ce que c'était un camp de réfugiés, et même aujourd'hui, très très peu de personnes savent. J'ai jamais croisé quelqu'un en disant je viens de Nerab qui me dit je connais. Pendant la crise syrienne, je tapais sur Google le nom du camp de réfugiés de Nerab
parce que j'avais besoin de savoir ce qui s'y passait. Je checkais régulièrement sur Google ou sur le site de l'UNRWA, qui est quand même le gestionnaire de ces camps, et j'avais rien, quoi. J'avais rien, et je me suis dit, mais en fait, ça doit être le cas pour des milliers de personnes, quoi, qui sont en exil, mais dont les familles vivent encore dans les camps. Et il n'y a aucun moyen d'avoir, je sais pas, des informations sur ce qui peut s'y passer. Là, c'était un cas extrême parce que c'était un pays en guerre, mais c'est toujours un pays en guerre, mais juste, c'est des oubliés, en fait, du récit des réfugiés, quoi. Pour le réfugié en camp lui-même qui est parti de ce camp-là, c'est primordial, en fait, d'avoir des informations et de se dire qu'il y a au moins une organisation, un acteur qui peut essayer de retrouver des informations ou de communiquer sur ce qui se passe. Et voilà. Et du coup, en termes juste de symboles, ce qui a été très important, je termine sur ça parce que c'est aussi très important, c'est que moi j'avais aussi du mal à assumer que je venais d'un camp de réfugiés parce que il n'y avait aucun espace qui considérait ce lieu comme étant un lieu de vie à part entière. Il n'y avait aucune carto qui plaçait le camp comme étant un lieu de vie, qui l'étudiait, etc. Donc, si ce n'est les organisations qui travaillent dans ces camps. Et c'est aussi pour ça que nous, au sein de l'Observatoire des camps de réfugiés, on a voulu mettre cette carte au cœur du site internet pour vraiment leur donner une place matérielle sur la planète Terre et vraiment les localiser et comme on pourrait localiser des villes en fait. Je m'étais posé comme objectif dès la création de l'Observatoire des camps de réfugiés de faire une analyse et du coup une fiche camp sur le camp de Nera et j'ai toujours pas réussi. Donc ça prouve bien que j'ai pas encore réussi à dépasser ce cap en fait et à vraiment prendre la distance nécessaire pour vraiment étudier cet espace juste comme un objet d'étude à part entière.